Grâce à Edwin Faure, directeur de la gestion de Philippe Autingre Gestion. Bonsoir Edwin. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Allez, on met les pieds dans le plat tout de suite. 2026, vos secteurs ou vos valeurs préférées, Edwin? C'est dur, c'est dur. Alors nous, on a une grande conviction, c'est vraiment en ce moment les petites entreprises en Europe du Sud, plus spécifiquement. On pense à un secteur qui a beaucoup sous-performé les small caps depuis pas mal d'années. Et on a un environnement très favorable aujourd'hui qui est vraiment nouveau. La première, c'est le plan allemand qui va bénéficier énormément toutes les entreprises locales, plus que les entreprises internationales. Et les barrières douanières, quand vous mettez des barrières douanières, ça protège vos marchés, donc vous avez moins de concurrence. Donc quand vous êtes une entreprise domestique, c'est plutôt favorable. Ça, c'est les deux choses. Et la troisième, c'est un environnement de taux qui est plus attractif aujourd'hui. Et on pense que les petites entreprises vont en bénéficier, sans compter que la macroéconomie sur les pays Europe du Sud sont excellents, bien meilleurs qu'en France, en Allemagne, les pays nordiques et l'Angleterre. Donc, macro, mais aussi sur ces petites entreprises qui offrent plus de croissance que les grandes entreprises. Mais l'Angleterre où ça va tellement mal que la Banque d'Angleterre a encore dû baisser ses taux tout à l'heure en expliquant qu'elle baisserait un peu moins ses taux à l'avenir néanmoins. Alors du coup, quitte à investir plutôt sur l'Europe du Sud, les small mid-cap d'Europe du Sud, c'est ça qui vous attire pour 2026. Laquelle ou lesquels faudra-t-il privilégier? 2-3 noms comme ça. Alors aujourd'hui, on aime bien une entreprise qui s'appelle Performance Technologies en Grèce. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation digitale, donc qui accompagne ces entreprises sur le cloud, sur la cybersécurité, sur l'IT d'infrastructure. C'est une entreprise qui croît de 25% par an, donc c'est des croissances très fortes. La Grèce est un peu en retard sur sa transition digitale par rapport à la France et l'Angleterre. Il y a des marges très solides de 12-13%, supérieures à ses confrères en France dans le même secteur d'activité. Et aujourd'hui, vous payez avec des PE assez faibles. On a à peu près 13-14 fois le PE pour une entreprise avec beaucoup de visibilité, beaucoup de croissance et dans un secteur intéressant. On rappelle le nom de cette entreprise, pas très connue ici. Performance Technologies. Ouais, côté à Athènes alors. Exactement. Donc sur Euronext, la bourse d'Athènes va rejoindre Euronext. Formidable. Éligible au PEA, une autre idée. Alors, autre idée, on en a plein. On aime bien une entreprise, alors au UK cette fois-ci, on aime bien une entreprise qui s'appelle MS International. C'est une entreprise dans la défense, anti-drone, pas suivie par les analystes, peu connue, une petite entreprise dont le siège social est en Écosse. C'est une entreprise qui a des croissances, qui va avoir des croissances de plus de 20-25% d'après nous, des marges très élevées. Elle se paye avec un PE de 11 fois. Il y a je ne crois pas une seule entreprise aujourd'hui dans le secteur de la défense européenne qui se paye un PE de 11 fois pour l'année prochaine, alors que les confrères se payent entre 3 à 4 fois plus cher. Ben voilà, 2 idées, 2 pépites pour vous tous qui nous suivez, qui nous regardez régulièrement au cœur de BFM Bourse. Alstom, pépite aussi ou pas? 3,5% de hausse ce soir. Alstom, ils en enchaînent pas mal des contrats là. Un beau contrat en Australie d'1 milliard d'euros pour fournir 13 rames de métro à la ville de Melbourne. Vous aimez bien Alstom, Edwin? Je suis neutre sur Alstom, on a toujours été neutre depuis longtemps. Vous n'êtes pas le premier à nous dire ça, prudent sur Alstom. Mais c'est vrai que la prise de commande de Alstom est excellente depuis pas mal de trimestres, donc ça renforce. C'est positif parce que c'est un gros contrat. Il y a aussi de la visibilité sur ce contrat puisqu'il va y avoir aussi de la maintenance sur les 15 prochaines années. C'est sur le métro de Melbourne qui va avoir être augmenté en termes de technologie, donc ça prouve le savoir-faire d'Alstom de monter en gamme sur son savoir-faire. Après, le problème d'Alstom, c'est toujours un peu le même, c'est la transformation de ces différents carnets de commandes en marge. Souvent, les marges sont plus faibles que les concurrents. Il y a des décalages souvent. Le free cash flow, qui est le gros problème du groupe, qui a engendré une augmentation de capital il y a quelques années. C'est un peu la bête noire. Après, c'est sur un secteur qu'on aime bien, hein. Mais voilà, c'est le risque de l'exécution de ces différents carnets de commandes qui nous met toujours prudents sur cette valeur. Alstom, ce soir, gagne quand même un peu plus de 3%, mais c'est vrai que beaucoup de nos experts sont prudents. Romain Dobré avec nous depuis Bourse Direct. Romain, d'un point de vue graphique, vous êtes plus optimiste sur Alstom ou pas vraiment? Il y a du mieux récemment, mais c'est encore à confirmer. Alstom, c'est un titre qui est calé depuis mai 2024 dans un grand trading range 15, 70 et 26. Mais à l'intérieur de cette zone de congestion, ça s'est comprimé et on en est sorti par le haut. Donc c'est un bon signal à court terme pour aller rallier 26 à nouveau. Il faudrait déborder ce niveau pour réactiver une dynamique haussière de long terme et aller chercher 33,50 et 36,10. Donc à confirmer, mais du mieux. Du mieux sur ce titre Alstom. À Wall Street, qui progresse? Qui porte le Nasdaq? Le Nasdaq gagne 2%. Mais c'est Micron Technology, cette star de la tech américaine qui a publié au-dessus des attentes. Mais en plus, on est dans une tech très
peu chèrement valorisée, une des techs les moins chères aux États-Unis. Il y avait donc vraiment de la place pour que le titre progresse après la bonne surprise. C'est le cas, on n'est pas déçu. Micron gagne 12%. Ça redonne un peu de peps à ce segment tech aux États-Unis. John Plassard nous en parlait tout à l'heure. Est-ce la fin du chemin de croix sur la tech américaine? C'est à retrouver les réponses, l'analyse de John Plassard dans USA Today en replay sur l'application BFM Business. Antoine. Donc Micron plus 11. On a Oracle qui reprend péniblement 2,1% après avoir perdu 40% en 3 mois quand même. Ouais, plus 2, c'est pas énorme, effectivement, ce titre aurait. Lululemon, tiens, d'après le Wall Street Journal, le fonds Elliott s'invite au capital de Lululemon, qui souffre beaucoup depuis quelques années. Lululemon gagne en ce moment 6,5% à Wall Street. On va rester dans tout ça, là, la mode. Je sais que c'est votre truc, Edwin, vous êtes sensible à tout ça. Merci. C'est un compliment. Oui, c'en est un. Essilor Luxottica, oui, ce soir se distingue Essilor Luxottica parce qu'ils parviennent à renouveler pour 10 ans de plus l'accord de licence avec Burberry dans le luxe. Essilor gagne 1% en clôture. Vous l'aimez, ce titre Essilor, vous, au fond de vous? Nous, on est assez favorable au titre. La valo est quand même un peu difficile. Alors, c'est vrai que le titre, il est vraiment sur des tendances porteurs, le vieillissement de la population, le temps des écrans qui a été multiplié par 2 en 20 ans, donc de la croissance, et un quasi-monopole sur les lunettes, les verres, les montures, la distribution auprès des opticiens. Donc, et maintenant, en plus, ils font des lunettes dotées d'IA et connectées. Voilà, en plus. Ils renouvellent avec Burberry. Voilà, c'est un peu cher, mais on aime bien structurellement. La question est de savoir, voilà, avec Ray-Ban et Meta, est-ce que ça va devenir une tech? C'est vraiment ce qu'il faut jouer. Si on n'y croit pas, il ne faut pas investir. Si on y croit, il y a encore quelque chose à venir. C'est déjà valorisé comme une medtech, nous disait Eric Blaine tout à l'heure, Essilor. Ouais, peut-être pas, mais santé, ça commence à en tourner. Et je dois dire, même moi, j'ai été surpris de voir j'y croyais pas du tout, pour être franc. Et je dois dire que les chiffres sont assez surprenants. Donc, oui. C'est la plus forte croissance dans les activités d'Essilor Luxottica. La partie connectée et les lunettes dotées d'IA, c'est la plus forte croissance et ce sera amené à le devenir encore plus dans les prochaines années. Je crois qu'ils ont produit 3 millions de lunettes et ils anticipent 10 millions de lunettes dans les prochaines années. Oui, mine de rien. C'est pas rien. Ouais. Bon, aujourd'hui, Essilor Luxottica gagne un petit peu plus d'1%, confortant sa capacité à prouver qu'il savait faire des lunettes très haut de gamme. On est dans le luxe pour cet accord de licence avec Burberry. Et là, les concurrents, même s'ils arriveront à faire peut-être des lunettes connectées, seront peut-être pas aussi haut de gamme et dans le luxe. Alors qu'Essilor vraiment confirme pour le coup être sur l'avant et en avance sur les autres dans cette capacité à nouer des partenariats avec les acteurs du luxe. Alors, il y a bien sûr Burberry. LVMH, on le suit aussi, LVMH, ce titre gagne 1% ce soir en clôture. C'est l'IA, ça c'est l'intelligence artificielle qui surgit et qui débarque. Ouais. Alors ça arrive de temps en temps, l'intelligence artificielle vient à son tour interroger nos experts. On lui demande sur les valeurs qui sont dans l'actualité de vous interroger. Est-ce que vous êtes prêt, Edwin ? Let's go. C'est sur LVMH dont on parlait à l'instant, 1% ce soir en clôture, plus 1%. Bernard Arnault, c'est Grok qu'on a interrogé. Voici sa question. Donc à Grok, elle vous est adressée, Jean-Edwin. Je vais vous appeler Jean-Edwin à chaque fois. Bernard Arnault veut rester encore 10 ans à la tête d'LVMH. C'est ce qu'il a annoncé à CNBC la nuit dernière. Cela apaise-t-il les inquiétudes sur la gouvernance familiale d'LVMH ou au contraire, est-ce que cela maintient une opacité autour du groupe, opacité potentiellement perçue comme un risque ? Bon, ni l'un ni l'autre, je dirais. Joker, non, en fait, pour le moment, c'est vraiment Bernard Arnault qui est à la tête du groupe. Et même si il n'était pas, il le serait en coulisses à travers ses enfants. Donc finalement. Oui, c'est moins opaque que s'il n'était pas, en fait. Oui, exactement. Finalement, c'est même transparent. Donc non, pas d'inquiétude, pas d'impact sur le titre, pas d'inquiétude. Et même pour la succession, qui est toujours un peu la question du groupe, si Bernard Arnault venait à quitter ce monde. Voilà, c'est un groupe très diversifié en marque, en géographie, avec des managements très professionnels, très techniques. Je ne suis pas du tout inquiet sur la transmission d'LVMH. Il a déclaré la nuit dernière sur CNBC, Bernard Arnault, qu'il espérait tenir encore 10 ans à la tête du groupe. Voilà, LVMH gagne 1% ce soir, figurez-vous. Ouais. Donc voilà, c'est la réponse à cette question que l'IA vous pose. Est-ce que Bernard Arnault, encore 10 ans à la tête d'LVMH, ça soulève des inquiétudes en matière d'opacité ou au contraire, ça lève les inquiétudes sur la gouvernance familiale? Du point de vue des marchés, ça lève les inquiétudes. Si inquiétude, il y avait. On est d'accord, il n'y en avait pas beaucoup. Bon, 1% de hausse ce soir, le titre LVMH. L'ensemble du secteur du luxe est aussi bien orienté. Et on vous rappelle la clôture, pas mal. Plus 0,8% le CAC 40, 8150 points. Mais Aéroport de Paris a souffert. Moins 12% en clôture. Le régulateur ne valide pas le plan de redevance 2026 d'ADP, mais il semble que l'inquiétude soit plus profonde. Peut-être est-ce le plan de développement, même dans les prochaines années, à moyen terme d'ADP qui risque d'être remis en cause par les régulateurs. Moins 12% en clôture ce soir. Est-ce que c'est un point d'entrée, tiens, Edwin ?
Pas tellement. C'est vrai que c'est un secteur qu'on n'aime pas trop. Alors tout d'abord, c'est une entreprise qui est détenue par le gouvernement français. Et historiquement, les entreprises détenues par les gouvernements, il n'y a pas forcément un alignement d'intérêt avec les actionnaires minoritaires. Le deuxième point, c'est très réglementé, comme on peut le constater aujourd'hui, puisqu'il y a une redevance qui doit être faite à l'État, et dans ce cas-ci, ça fait depuis le post-Covid, il y a eu beaucoup d'incertitudes sur la rémunération. Le verdict ça a été refusé aujourd'hui, donc il y a des chances que ça soit plus bas qu'espéré. Donc ça, c'est la deuxième mauvaise nouvelle. Le troisième point un peu négatif du dossier, c'est vraiment très cyclique quand même. C'est quand même lié à tout le secteur des avions. Et le dernier point, c'est vraiment, je pense, l'entreprise la moins rentable du secteur des concessionnaires. Non, je t'ai plus là. Moins 12, donc c'est pas un point. C'est beaucoup trop encore. Ça doit perdre 200% pour vous avec le port de Paris. Non, mais en fait, c'est toujours la question de dire est-ce que si c'est pas cher, c'est bien. En fait, nous, c'est pas notre philosophie. Quand c'est pas cher, c'est souvent pas bien. Et donc, vaut mieux acheter un truc cher bien. Romain Dobril pour Bourse Direct, ADP moins 12 ce soir. Est-ce que c'est un point d'entrée d'un point de vue graphique, Romain? Non, c'est même un faux signal qui a été donné par ADP, et je croyais à une réactivation haussière du titre qui évoluait sous une oblique baissière depuis 2022. Il avait tenté de déborder cette oblique la semaine dernière, donc c'était un signal d'achat potentiel, et le contre-pied contre 127,30 est un mauvais signal. Le prochain support, c'est 104,70 et une invalidation qui n'est pas de bon augure pour la suite. Merci à toute la team. Romain Dobril pour Bourse Direct, Edwin Faure régulièrement à nos côtés pour Banque Autingre Gestion. Pas banque. Philippe Autingre Gestion. C'est toujours. Merci Edwin d'être passé nous voir. Philippe Autingre Gestion.